356 cas pour la République démocratique du Congo, répartis aussi dans les provinces. Congo central, 72 cas, Okatonga, 11 cas, Nord Kivu, 8 cas, Sud Kivu, 4 cas, Ituri, 2 cas, Kwilu, 1 cas. Ce sera désormais comme ça que je vous dirai bonjour pour débuter cette émission. Nous sommes toujours en plein Covid-19. On ne sait même plus très bien quel est l'article. Bon, selon l'Académie française, c'est la Covid. Bon, permettez de fondir à le ou là. Bon, on n'a qu'à choisir. Mais l'Académie française a dit que c'est la Covid. Voilà. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir Paty Katonga. Il est président de son mouvement dénommé Mouvement des citoyens Mai Mai, porte-parole de la dynamique des alliés de Vital Kamerhe, donc le DAC. Très heureuse d'être avec vous, Paty Katonga. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, c'est le 17 mai, c'est le dimanche 17 mai. Question de curiosité, où étiez-vous le 17 mai 1997? Vous vous rappelez qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez un souvenir? Oui, j'étais à Paris. J'étais à Paris quand Kinshasa est tombé. Et ces jours-là, nous avons cru au changement parce qu'on avait marre du régime sortant, le régime de Mobutu. On avait pensé qu'on avait maintenant des gens capables de nous amener vers le développement. C'était une désillusion. Vous êtes déçu? Vous êtes désillusionné aujourd'hui? Désillusionné parce que les jours où j'ai suivi Laurent Désiré Kabila lui-même parler d'un conglomérat d'aventuriers, je me suis dit, notre pays n'a pas eu de chance. En réalité, les chefs du conglomérat disait lui-même qu'il a conduit dans notre pays un conglomérat d'aventuriers. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Encore avec le cas Vital Kamerhe, ça démontre que nous sommes en plein marasme. Hein, nous allons en parler tout à l'heure, mais nous allons commencer, mesdames et messieurs, par le Covid. Mais j'aimerais bien une question de curiosité encore. Les Mai Mai existent encore? Oui, les Mai Mai est un état d'esprit. Nous avons été dans notre pays occupés à plusieurs fois, envahis par de pays étrangers, mais c'est des calculs qui étaient venus très loin, de pays trop lointains, mais qui avaient utilisé de pays voisins et pour attaquer notre pays. Et le jour, une fois j'étais à Paris, le jour où j'ai suivi qu'il y avait des Congolais qui résistaient. Les Mai Mai, c'est quoi? C'est la résistance congolaise tout court, à l'instar de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je suis venu rejoindre ce mouvement parce que j'étais loin d'imaginer que les Congolais pouvaient résister. Et qui est votre Charles de Gaulle? Heureusement que nous n'avons pas eu de Charles de Gaulle parce qu'avec la trahison qui mine les Congolais, je suis certain qu'on aurait eu un Charles de Gaulle si Charles de Gaulle aurait trahi. Donc nous nous sommes levés par mouvement spontané et nous avons défendu notre pays sans avoir un chef emblématique. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux d'ailleurs. Nous allons commencer par le Covid, mesdames et messieurs. Nous allons parler de cette pandémie de long large. Vous le savez, beaucoup de Quinois, beaucoup de Congolais se plaignent qu'il y ait une sorte de mafia autour des corps des malades du Covid-19. Moi, je reçois beaucoup de messages en inbox. On me dit, Madame Paulette, moi, mon oncle a été assimilé aux morts du Covid et pourtant il n'en avait pas et tout ça. On parle des montants qui circulent, 3 000, 2 000, 5 000 $ pour qu'un malade décédé puisse être compté parmi les morts du Covid-19. D'ailleurs, le président de la République, vous le savez, a instruit le ministre de la Santé pour essayer d'enquêter un peu par rapport à cette situation qui ne fait que prendre de l'ampleur. Et c'est là, vous le savez, en tout cas, cela contribue à la non-connaissance ou en tout cas contribue au fait que les Quinois aujourd'hui doutent toujours de cette maladie. Et nous allons parler de la rencontre du président de la République avec le docteur Jérôme, son nom viendra. C'est ce médecin qui est venu de la France pour en tout cas contribuer, donner sa pierre de construction pour lutter contre le corona ou le Covid-19. Premier élément, mesdames et messieurs. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier sur invitation du chef de l'État, le docteur Jérôme Mouniangui a été reçu en audience mardi par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République.
Ce sont les échanges très fructueux qui ont eu lieu entre le premier citoyen congolais et le chercheur qui a trouvé le remède contre la malaria à base de l'artémisia. Son protocole est très attendu pour en finir avec le coronavirus en République démocratique du Congo. Le président de la République a été très attentif à tous les travaux de recherche que nous avions menés depuis la malaria et ce que nous aimerions faire avec le Covid-19. Donc j'étais vraiment très content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif et pour cette question de l'artémisia. C'est sous l'impulsion du président de la République via la task force qui est dirigée par Dr Roger Kamba. Il y a eu l'invitation pour rentrer dans mon pays et tout a été bien organisé je suis venu dans un jet et bien encadré et sécurisé par le président de la République. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Et un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Et c'est ça même ce qui nous a beaucoup plus touché, que le chef de l'État, le président de la République accepte de nous accompagner dans les recherches pour que nous ayons un produit ou des produits faits par des Congolais et fabriqués en République démocratique du Congo. Je demanderai juste à la population d'attendre le résultat de recherche. Le chercheur Jérôme Mouniangui entend poursuivre ses recherches en RDC, ceci en collaboration avec toutes les institutions de recherche du pays. Un premier record enregistré depuis le début de la pandémie dans le pays, 55 personnes guéries ont quitté l'hôpital jeudi dernier. Le nombre de guérisons est ramené à 212. Le 52e bulletin du comité de riposte contre le Covid-19 a fait rapport de mort dans la zone de santé de Binza Météo et de 6 nouveaux cas confirmés. Ce qui rapporte le cumul à 1299 cas, dont 1298 confirmés et un cas probable et 51 décès. 979 patients sont en bonne évolution et 310 échantillons testés en date du 13 mai. Les cas suspects en cours d'investigation sont au nombre de 392. La ville de Kinshasa reste en séjour l'épicentre de la maladie avec 1218 cas. Le Congo central, deuxième province la plus touchée, en compte 55. Le Haut-Katanga 10 cas, le Nord Kivu 8 cas, le Sud Kivu 4 cas, l'Ituri 2 cas et le Kwilu un seul cas. Parti Katanga, nous avons suivi les décomptes et d'ailleurs Kinshasa est l'épicentre de la maladie en République démocratique du Congo. Nous sommes à plus de 1000 cas en République démocratique du Congo. Et dernièrement, on l'a su, il y a eu 55 personnes guéries. Vous l'avez suivi avec nous pendant cette semaine. Vous êtes un leader d'opinion. Vous y croyez-vous à la présence du Covid-19 en République démocratique du Congo? La maladie est réelle. La maladie a décimé, on a vu sous l'être sûr. Il n'y a aucune raison que nous soyons à l'abri parce que nous faisons partie de cette planète qu'on appelle la Terre. La maladie est là, mais la communication s'est fait très mal. On ne peut pas, c'est pour ça que les Congolais sont sceptiques. On ne peut pas... Si sceptiques, vraiment, oui. Vraiment sceptiques. Il y a un problème de communication sérieusement. On ne peut pas comprendre. Le jour où l'équipe des Chinois arrive, c'est le jour où 55 Congolais sont guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas constaté leur guérison avant? Pourquoi on a attendu que l'équipe des Chinois soit ici et que les Chinois ont fait ce qu'on nous dit, la contre-vérification, c'est-à-dire ont fait leur propre test, les Chinois. Et on a remarqué... On doit croire à ces Chinois, ce qui se passe chez eux, Patrick Katanga. Oui, mais moi je ne sais pas, ça pose un problème. Beaucoup de Congolais qui sont mis en quatorzaine sont en train de contester leur quatorzaine en disant qu'ils ne sont pas malades. Qui ne sont pas malades. Pourquoi on ne met pas ces tests asymptomatiques? Il y a des malades asymptomatiques. Voilà, donc il peut se sentir mieux, mais ils ont le virus. Oui. C'est ça aussi le problème. Oui, d'accord, mais il faut qu'il y ait les tests en permanence. Les tests en permanence pour tester ceux qui sont réellement malades et ceux qui ne le sont pas, ou bien ceux qui sont guéris. Mais ici, on constate les jours de la visite du chef de l'État. Les gens étaient en train de dire, c'était à cinquantenaire, qu'ils n'étaient pas malades, il fallait les libérer. Mais moi je dis, s'ils sont malades, il faut leur montrer réellement qu'ils sont malades, avec des tests à l'appui. C'est scientifiquement qu'on doit leur démontrer qu'ils sont malades. S'ils sont asymptomatiques et n'importe quel symptôme de la maladie.
Mais ils peuvent transmettre la maladie. Oui, ils peuvent transmettre. Oui. C'est ça peut-être le risque. Il faut que les tests cliniques soient là prouvant qu'ils sont réellement malades. Sinon, c'est une porte ouverte à tout et n'importe quoi. On commence à raconter de bouche à bouche, de bouche à bouche. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, parce que le ministre de la Santé demande aux gens qui ont des preuves de cette mafia, entre guillemets, d'aller le voir et de démontrer des preuves, mais les gens disent qu'ils ont peur de se faire arrêter, ils ont peur de dire que non, voilà. Moi, on m'écrit, je l'ai dit tout à l'heure, on m'écrit beaucoup pour me dire, madame, voilà, il y a tel cas. Moi, je leur dis carrément, allez peut-être vers les ONG pour parler, donner vos preuves et que ces ONG-là le ramène vers le ministre de la Santé. Est-ce que vous connaissez quelqu'un personnellement qui a vécu ce cas-là Nous sommes à l'ère de l'Internet. Les réseaux sociaux nous racontent des histoires. La plupart des histoires sont des histoires fausses. Pour faire croire que la maladie n'existe pas. La maladie existe réellement. Et comment allons-nous combattre les fausses rumeurs? C'est par la vraie information. Est-ce que le ministre de la Santé peut-il nous dire comment se fait le comptage? Comment se fait que les morts. 1356 cas, comment on continue à compter les morts alors qu'ils sont morts? Il faut les extraire. Nous sommes dans la soustraction là. Quand quelqu'un est mort, on les soustrait de la liste de malades. Quand quelqu'un est guéri, on les soustrait. Mais à ce rythme-là, les Congolais vont dire, on est en train de nous faire peur. Les morts sont comptés, on compte les morts. On compte les guéris. On compte ceux qui sont en voie de guérison. Mais nous allons atteindre des chiffres mirobolants. Et finalement, les Congolais vont finir par ne plus y croire. La venue de Jérôme Mouniangui, pour vous, c'est un lueur d'espoir, Pati Katanga. C'est un médecin connu qui a créé ce protocole contre la malaria avec l'artémisia. Il a été beaucoup combattu, on le sait. Son nom a d'ailleurs été cité pour le produit miracle, entre guillemets, au Madagascar. Vous croyez que sa venue est un lueur d'espoir contre le Covid-19? Il faut encourager les Congolais qui travaillent. Voilà, il y en a un qui travaille, qui a fait son travail et qui a fui notre pays. Ce produit pouvait être 100% congolais. Mais quand il raconte son histoire, comment a-t-il fui ici? Ce sont les étrangers qui cherchent à avoir le monopole dans le domaine des médicaments. Les Indo-Pakistanais. Les lobbies pharmaceutiques sont très forts. Il est parti d'ici, il est parti à Paris, puis Madagascar. Et maintenant, le produit a le label du Madagascar. Alors que le produit est congolais, le produit est parti de la RDC. C'est une bêtise de la part du Congo. On n'encadre pas nos chercheurs. Quelle est la somme qu'on octroie à la recherche? La recherche scientifique, il y a tout un ministère d'ailleurs. Nous devons nous poser des questions. Parce que si on doit faire ponctuellement comme ça, quelqu'un qui a travaillé de son côté ponctuellement, c'est pas ça. Nous devons avoir une politique de recherche scientifique. Et nous sommes un pays avec une intelligence, nous sommes capables de mettre à la disposition même des maladies qu'on appelle les maladies orphelines. Il y en a beaucoup. Hein. Et les Congolais peuvent travailler pour trouver les médicaments dans ce secteur-là. Mais pour cela, il faut encadrer les chercheurs. Il faut mettre les moyens à la disposition des chercheurs pour que nous soyons un grand pays des chercheurs. Les pays développés, ils le sont devenus en grande partie par la recherche. C'est la recherche qui amène l'innovation. Surtout dans les universités. Hein, donc, parce que chez nous, on se pose la question, est-ce qu'il y a la recherche dans l'université? Le budget du ministère de la Recherche scientifique, je pense que c'est le dernier budget de l'État. Donc je ne vais même pas donner les sommes ici, mais je crois que c'est dérisoire, c'est moins de 2%. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons maintenant parler de ce grand dossier, vous le savez, le procès de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État suspendu, parce que cette suspension a été effective cette semaine. Il est remplacé par M. Aberande, si je ne massacre pas son nom. Eberon. Bon, voilà. C'est lui qui. On a dit que ce n'est qu'administratif, donc c'est vraiment pas le nouveau directeur de cabinet. Donc nous allons parler un peu de ce procès, plus de détails, Guy Lukuki. C'est une audience sommaire qui a eu lieu ce jour à la prison centrale de Makala. 2 étapes ont marqué l'ouverture de ce procès qui ouvre une nouvelle ère en RDC quant à la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Il s'agit premièrement de la présentation des prévenus, à savoir Vital Kamerhe, Sami Jamal et Mouira Ndolé. Ensuite, s'en est suivi la présentation des faits reprochés aux prévenus par le parquet. De quoi sont-ils poursuivis? Le prévenu Sami Jamal et Kamerhe Lwakandingini, les 2 prévenus
Ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, à l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 $ américains. La partie accusée a sollicité du tribunal le report de l'audience pour lui permettre d'entrer en possession des éléments mis à charge de son client. Ainsi, l'audience a été renvoyée au 25 mai prochain. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous Pardon? le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le prophète Mohammed Jésus-Christ. Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune relation. Pardon? Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais, jamais. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme des 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel? Je vais le connaître à quel titre? Vous les Tous connaissez? les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, non. vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Pati Katanga, porte-parole de la dynamique des alliés de Vital Kamerhe. C'est pas de l'opportunisme ça. Ce regroupement a été créé juste après l'arrestation de Vital Kamerhe ou ça existait bien avant? Le regroupement existe depuis la campagne électorale. Depuis la campagne. Les regroupements avaient été mis en place dans l'optique de soutenir la candidature de Vital Kamerhe. Ok. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Les accords de Nairobi. Oui, et puis nous avons une autre candidat qui était le candidat Félix Antoine Tshisekedi qui est devenu chef de l'État. Vous l'avez soutenu? Ah ouais, oui, à 100%. Nous continuons toujours à le soutenir. Ok. Donc, cette dynamique des alliés de Vital Kamerhe soutient le président Fachi dans toutes ses actions. Tout à fait. Même l'arrestation de Vital Kamerhe, vous le soutenez? Je pense qu'il faut commencer par les débuts. Je pense que nous avons fait campagne ensemble. DAC, la dynamique des alliés de Kamerhe, dans CASH, parce que CASH, à Nairobi, c'est UNC et alliés, et UDPS et alliés. UNC et alliés, DAC fait partie des alliés de l'UNC. Donc DAC fait partie de CASH, parce que CASH c'est UNC et alliés et UDPS et alliés. Et à ce titre-là, nous avons eu la même campagne parce que nous avons fait alliance et nous avons un candidat à la présidence de la République, c'était Félix Antoine Tshisekedi, et de surcroît, Vital Kamerhe a retiré sa candidature. Et très bien d'ailleurs, parce que ça fonctionnait. Donc DAC a fait campagne dans CASH, et dans notre campagne,
la campagne s'était basée exclusivement sur les changements. Nous voulions les changements. Et dans le changement, la ligne maîtresse, c'était l'état de droit. La ligne maîtresse du changement, c'était l'état de droit. Donc ça, il faut le rappeler aux Congolais. Nous avons fait campagne sur l'état de droit et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous-mêmes sortir le couteau. L'état de droit étant notre propre bébé. C'est notre enfant, c'est nous qui l'avons enfanté. On ne peut pas sortir aujourd'hui le couteau en plein soleil pour éventrer notre propre bébé. Okay. Donc l'état de droit, c'était notre promesse de campagne et nous continuerons à soutenir l'état de droit. Mais attention, dit comme ça, on va dire c'est l'état de droit. Non, nous ne sommes que dans un processus de l'état de droit ici. Et je pense que nous allons aller jusqu'au bout. Parce que pour atteindre... Donc pour vous, ce procès doit aller jusqu'au bout, hein, pratiquement. Le procès et que ça soit médiatisé. Le procès doit aller jusqu'au bout parce que c'est la demande des Congolais. Les premiers concernés, c'est les Congolais parce qu'on parle de l'argent public. Exactement. Donc les Congolais ont besoin de l'information. Nous avons suivi le magistrat ou... les termes juridiques aussi, les procureurs, ou le parquet. Et bien voilà, les éléments mis en charge contre l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, on lui reprocherait le détournement d'une somme de 48 millions et quelques, la précision, vous l'avez déjà eu avec cet élément de notre rédaction. Donc, ce que vous combattiez à l'époque... Pati Katanga, vous l'aurez fait. Parce que les gens disent, nous voyons cette population, ils disent que le détournement ou ce qui s'est passé en moins d'une année au cash, eh bien c'est terrible, c'est plus que même les 18 ans de Kabila, puisque en une année, si on doit faire la comparaison, moi j'aime les comparaisons, une année de Kabila et une année de Fachi, il y a trop de scandales. Trop de scandales de détournement. 48 millions, ça ce n'est que pour les 100 jours, mais si on doit sortir tous les carnets, toutes les casseroles, ça sera terrible, en moins d'une année. Oui, madame, j'ai dit ici que nous avons mis en place l'état de droit, notre promesse de campagne. Mais madame, l'état de droit, c'est une justice indépendante. L'état de droit, ce n'est pas la clameur publique. Madame, il y a 2000 ans, on a assassiné Jésus-Christ et on a libéré Barabbas. Et on a assassiné Jésus-Christ par la clameur publique. Et aujourd'hui, 2000 ans après, chaque soir, nous demandons tous son pardon. Attention à la clameur publique. La justice, ce n'est pas la clameur publique. Les réseaux sociaux ont dit que Vital Kamerhe avait détourné 15 millions de dollars. Les réseaux sociaux ont dit que Vital Kamerhe avait détourné 370 millions de dollars. Les réseaux sociaux ont parlé de médicaments. 10 millions de dollars. 9 millions offerts à sa belle-sœur. Il y a beaucoup de choses. Je pense que 57 millions, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'accusation, le parquet, il parle de 48 millions. Il parle de détournement de 48 millions. Il ne parle plus de 15 millions de dollars détournés. Il ne parle plus de 370 millions. Il ne parle plus de médicaments. Donc ça veut dire qu'il faut recadrer les choses. Donc la clameur publique, ce n'est pas la justice. La justice, ce n'est pas la vengeance. Et les 48 millions, madame, on dit qu'on a sorti 57 millions. Le projet là, moi j'ai reçu quelqu'un les factures sont là, tout l'argent. Le projet des maisons préfabriquées ont coûté l'État. 47 millions de dollars pour les maisons préfabriquées. Attendez, mais pourquoi on nous dit qu'il a détourné 48 millions? Il faut dire qu'il a détourné 57 millions. Non, mais c'était 57 millions, c'était 57 millions. C'est les factures que nous avons, que j'ai présentées d'ailleurs la semaine passée. 2 fois d'ailleurs, Pati Katanga. Oui, on dit qu'il a détourné 48 millions. L'État avait sorti combien pour les maisons préfabriquées? 57 millions, non? Où est passé les 9 millions? Les ratios est passé où? Chez sa belle-sœur, il paraîtrait. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, il faut laisser le procès avancer pour avoir l'éclaircissement sur beaucoup d'éléments. Nous avons déjà suivi les propos de Vital Kamerhe lors de ce procès. On a essayé d'analyser Pati Katanga. On a l'impression que Vital Kamerhe ne veut pas mourir seul. Il a dit qu'il n'était que... Il y avait d'autres personnes dans cette coordination, 9 personnes pour être plus précis. Donc, il ne mourra pas seul. Ces 9 personnes, comme l'a dit aussi, comme vous l'appelez, j'aime bien le terme, la clameur publique a demandé aussi que les 9 personnes soient aussi mises en détention provisoire. Oui, ils ont tous participé à la gestion de cette somme pour le programme des 100 jours. Je ne suis pas magistrat, ça a eu d'apprécier, mais je constate tout simplement que Vital Kamerhe a dit
que ce projet de 100 jours avait une supervision. À la tête, il y avait le directeur du cabinet, mais il y avait une supervision de 9 personnes, mais il y avait aussi la coordination. Et bizarrement, le seul à être arrêté et mis en prison, c'est une seule personne, c'est le directeur du cabinet. Donc les autres n'ont rien fait. C'est la tête. D'accord. Jean-Pierre Bemba a été arrêté, c'est pas lui qui a commis ce qui s'est passé à Bangui, c'était ses madame, l'infraction est individuelle. Voilà, exactement. Donc c'est lui qui aurait tout détourné. Donc les 9 de la coordination et ceux qui travaillaient pour les 9 de la supervision et ceux qui travaillaient pour la coordination n'ont jamais rien fait. On veut bien, on a tout mis sous la tête de Vital Kamerhe et les choses vont avancer. Les Congolais ont besoin de la vérité. Et c'est la vérité qui libérera la conscience de Vital Kamerhe. Mais comment ce nom se retrouve dans presque tous ces dossiers-là? Parce qu'il était simplement superviseur? Non, il a dit, lorsque le président de la République met en place le 100 jours, il a un directeur de cabinet. C'est normal que qui peut le plus peut le moins, que ce soit le plus, c'est le Vital Kamerhe qui chapeaute ce programme, il l'a dit. C'est normal. Mais maintenant, nous sommes encore dans le fond. Parce que vous remarquez ici, c'est le parquet qui a botté en touche la remise que nous avons eue à la dernière audience du 11 avril, c'est ça, 11 mai. C'est le parquet. Le parquet n'a pas levé copie, n'a pas laissé lever la copie du dossier. Mais ils ont dit que le tribunal était ouvert, c'était aux avocats de... Non, le tribunal c'est autre chose. Ça c'est le parquet. Le parquet devait transmettre les copies à l'adversaire, à celui qui est accusé. Ça c'est la loi. C'est la loi. Mais nous voyons aussi, Pati Katanga, vraiment que Vital Kamerhe permettait vraiment l'expression. On a vraiment l'impression dès ce premier procès qu'il est mal barré, qu'il est mal parti. Parce que quand on lui a posé la question de savoir s'il connaissait M. Jamal, il a dit non. Mais comme la clameur publique existe aujourd'hui, rien n'échappe à cette population. Et bien les photos sont sorties de son neveu avec M. Jamal. On a tout ressorti aujourd'hui. Aujourd'hui, rien ne se cache. Alors pourquoi avoir menti? Permettez vraiment qu'on se le dise avec des mots vraiment en français facile. Pourquoi a-t-il menti ainsi devant cette population qui le suivait? Pourquoi avoir dit qu'il ne reconnaissait pas ou qu'il ne connaissait pas M. Jamal? C'est une forme de protection, c'est une forme pour se protéger? Madame, Vital Kamerhe n'a jamais menti. Et j'espère qu'il ne mentira pas. Il n'a aucun intérêt à mentir. Parce qu'il n'a rien à cacher. À la question lui posée s'il connaissait Jamal, il répond en 2 temps. D'abord, j'ai rencontré beaucoup de choses dans ma vie pendant la campagne électorale. Et pourquoi je reconnaissais personnellement Jamal? Et il dit... Parce que il a eu un grand marché, quand même un marché de gré à gré. Comment vous pouvez donner ce marché à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Le marché de gré à gré, ce n'est pas Vital Kamerhe qui octroyait le marché. La justice va nous le dire. Il n'en avait pas qualité. Il n'en avait pas qualité. Nous avons ici la Direction Générale de Contrôle de Marché Public. Si vous voulez marcher de gré à gré, il faut demander un avis de non-objection. Et ça, ce n'est pas à Vital Kamerhe de le demander. L'avis de non-objection doit être demandé par le ministère concerné, donc le ministère du Développement Rural. C'est le ministère du le préfabriqué. C'était un vieux programme pendant le... Mais il a dit lui-même, il a dit lui-même que ce programme-là était vraiment opportun parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore un gouvernement, on n'avait pas encore une assemblée nationale qui était vraiment qui était opérationnelle. Donc le chef de l'État, il a dit, il ne pouvait pas se croiser les bras et ne rien faire. C'est pour ça qu'ils ont proposé ce programme de 100 jours. Oui. Donc tout ce que vous dites là, ça tombe parce que c'était lui le superviseur. Il allait aller où? Parce que rien n'était encore opérationnel. Oui, mais il y a une procédure en tout. Ce n'est pas parce que lui était directeur du cabinet superviseur des travaux que lui avait toutes les signatures. À la chaîne de dépenses, c'est lui qui... À la banque centrale, c'est lui qui achète. Non, le procès va nous dire on a donné l'argent à Vital Kamerhe par quelle banque et pour quelle fin et quelle est l'autorité qui a donné l'argent à Vital Kamerhe pour ce programme. Le procès va nous dire. Mais je vais dire ici, non, Vital Kamerhe est droit dans ses bottes. Vital Kamerhe va dire la vérité devant les Congolais. Parce que c'est dans son intérêt, parce que les Congolais ont des attentes. Ils veulent un pays, des hommes politiques propres, des hommes politiques probes, des hommes politiques au-dessus de tout soupçon. Alors, si, comme vous dites, il a menti, il n'a aucun intérêt à mentir. Est-ce que Vital Kamerhe n'a pas entaché un peu sa carrière politique? Parce que vous êtes cette dynamique qui le soutiennent, les alliés de Vital Kamerhe, s'il arrivait qu'à la fin de son procès, qu'il soit condamné. Quel est l'avenir, Pati Katanga, de Cash? Quel est l'avenir de l'UNC? Quel est l'avenir de DAC?
si le président Kamere est condamné? D'abord, Vital Kamere, c'est l'homme politique le plus insulté de la République, par jalousie. Si vous êtes Vital Kamere et que vous avez le background qui est celui de Vital Kamere, à 2 reprises, il a été directeur de campagne du candidat Joseph Kabila, il a fait élire président de la République. Le faiseur de roi, comme on il a été directeur de campagne de Félix Antoine Tshisekedi, il a fait élire président de la République. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre. Il est cofondateur du PPRD. Si vous avez ce background de l'UNC, je ne connais pas un Congolais qui a ce background. Je ne connais pas un Congolais. Et ça fait déjà. Nous allons y rester parce que nous sommes toujours dans ce procès. Nous allons parler du rejet, de la liberté provisoire de Vital Kamere. Et évidemment, l'arrestation de son neveu, parce qu'on a dit que tout aussi se basait sur lui, parce que selon la clameur populaire, nous avons vu les vidéos, comment ce jeune homme... jouer un peu avec les millions de dollars des Congolais, ça avait choqué énormément de mes compatriotes. Plus de détails, Guy Lukuki. Daniel Massaro était pratiquement la pièce qui manquait dans l'affaire Kamere. Et vous allez vous rappeler qu'au lendemain de la détention provisoire de Vital Kamere, lorsqu'il avait été invité le 10 mars dernier, et les jours qui avaient suivi, on avait invité Daniel Massaro à se présenter au parquet de Matete. Alors, et puis sur la toile, dans les réseaux sociaux, on a vu des photos qui ont circulé avec des photos, des vidéos de Daniel Massaro. Je ne sais pas si ces photos sont vraies ou fausses, mais on a vu quand même ces photos avec Jamal Sami. On a vu des photos qui brandissaient quelques billets verts, ainsi de suite. C'est que quelque part, Massaro est aussi impliqué d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque part une incidence dans les procès Vital Kamere, parce que j'ai lu d'ailleurs ce matin un média en ligne qui a titré que Vital Kamere était affecté par l'arrestation de Massaro. À un moment, je me posais la question de savoir, mais comment devrait-il être affecté? Peut-être parce que lui aussi, là où il est, il sait peut-être que la pièce maîtresse qui pouvait peut-être mettre en difficulté le juge a été retrouvée et que ça mettait en difficulté son acquittement. Vital Kamere et son coprévenu Sami Jamal resteront en prison jusqu'au verdict final de leur procès. Ainsi en a décidé ce jour le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe qui statuait sur la demande de mise en liberté provisoire introduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, poursuivi pour détournement des fonds et enrichissement illicite. Cette demande de mise en liberté provisoire est rejetée moins de 24 heures seulement après l'ouverture du procès qui pourrait marquer le début d'une ère nouvelle dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo. Un procès qui attire l'attention de toute la communauté nationale et internationale quant à l'indépendance de la justice congolaise. Déjà, à l'ouverture lundi 11 mai 2020 devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, Vital Kamere, qui voulait s'afficher serein devant le juge, a laissé entrevoir pour tout observateur averti que son procès sera révélateur aux yeux des Congolais. Patrick Katanga, nous avons suivi nos deux reporters, nous avons suivi Ambroise Mamba et l'excellent Marcelin Tshiswaka, qui ont vraiment mis beaucoup de précision dans leur reportage. Mais moi, je commence d'abord par cette question, Patrick Katanga, si vous me permettez. Procès politique, selon vous? Parce que beaucoup disent que ce procès, c'est une façon ou un moyen de casser Vital Kamere pour 2023. Parce que selon l'accord de Nairobi, c'était lui qui devait être le candidat de cash. Procès politique? Si c'était un procès politique, ça serait un problème sérieux. Parce que nous sommes ceux qui se sont battus pour l'état de droit. Non, nous voulons croire à l'état de droit. Nous voulons croire à une justice indépendante. Et justice indépendante, il y a des conditions pour démontrer aux Congolais que nous sommes vraiment dans l'état de droit. Mais si il y a des officines tapis dans l'ombre qui sont en train de tirer les ficelles parce qu'il faut éliminer un adversaire politique, ça pose un problème. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas dans l'état de droit. Moi, je suis ami de Vital Kamere. Moi, je lui rends visite en prison. Moi, je ne l'ai pas entendu parler de procès politique.
moi je l'ai entendu dire, qu'il va démontrer à la face des Congolais son innocence. Comment est-il, vous qui le rendez visite, est-il serein, est-il calme, est-il oppressé? Parce qu'il a dit que son procès sera un procès révélateur, mais on a peur. Si aujourd'hui Vital Kamerhe, il est le faiseur de roi, donc il détient des secrets de la République, donc il sait peut-être comment, si je peux me permettre, les 6 questions de référence pour nos journalistes, et c'est les quoi, le comment, le pourquoi et tout ça. Est-ce que, a-t-il peur pour sa vie, sa survie politique? Comment il est personnellement? Si vous êtes un personnage emblématique comme Vital Kamerhe, je l'ai dit ici, personne, aucun homme politique congolais, j'entends qu'on vienne me contester, qui a fait 2 fois créé 2 présidents de la République, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été ministre, qui a été cofondateur d'un grand parti comme les PPRD. Je demande à un homme politique congolais de me brandir ce background. Donc si vous êtes à la place de Vital Kamerhe et que vous avez ce background-là, et qu'aujourd'hui vous connaissez les problèmes qu'il connaît, vous êtes en train de vous poser des questions, c'est normal. On ne peut pas contre tout cela et le jeter dans la mer. Oui, Vital Kamerhe a vocation à être président de la République. Ce n'est un secret pour personne. Il a déjà été candidat président de la République en 2011. Il a été 3e après Etienne Tshisekedi, d'après les résultats de Ngoyi Mulunda. Le premier c'était le président Kabila, le deuxième c'était Etienne Tshisekedi, le troisième c'était Vital Kamerhe. À peu près 5 millions de voix. 5 millions de Congolais qui ont voulu que Vital Kamerhe soit président de la République. 5 millions de Congolais. En 2011, il était 3e. Qu'il ait vocation à devenir président de la République, ce n'est pas un secret. Nous avons signé un accord à Nairobi et que en 2023, c'était le tour de Vital Kamerhe. Ce n'est pas un secret parce que l'accord est public. Mais c'est pour cela, nous réfléchissons par l'absurde. Est-ce que c'est pas pour cela qu'il voulait torpiller par tous les points, de tous côtés, le projet de 100 jours du président de la République? Parce qu'on ne comprend pas. Vous êtes le partenaire, il le disait lui-même, je suis le partenaire de Félix Tshisekedi. C'est lui le coordonnateur, le superviseur du programme des 100 jours. Donc c'est lui le cœur du cabinet du chef de l'État, le directeur du cabinet du chef de l'État. Il était dans le cœur du système de Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas là aussi la raison? Il voulait tuer son adversaire politique. Nous réfléchissons par l'absurde pour qu'il ait la place pour 2023, pour dire que voilà, il a échoué, il n'a rien fait, votez-moi pour 2023. Nous pouvons réfléchir de cette façon aussi. Toujours par l'absurde, j'aime bien. Toujours par l'absurde. Vital Kamerhe veut être candidat en 2023. Et aujourd'hui, il est dans une alliance avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et ils ont un programme de 5 jours. C'est quoi le souhait de Vital Kamerhe? La réussite du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ou son échec? Puisqu'ils sont ensemble. Ils sont co-gestionnaires dans les affaires de l'État. Si, toujours par l'absurde, je ne sais pas si Vital Kamerhe est devenu bête. Vous pensez que si Félix Antoine Tshisekedi échouait dans son mandat, est-ce que Vital Kamerhe aurait une chance de gagner en 2023? Puisqu'il est co-gestionnaire des affaires de l'État avec Félix Antoine Tshisekedi. Non. Tous les soucis de Vital Kamerhe, c'était et c'est toujours la réussite du mandat du président de la République. Parce que cela conditionnerait la réussite de Vital Kamerhe s'il devait être candidat en 2023. Si vous avez un bilan qui est mirobolant, un bon bilan présenté aux Congolais en 2023, vous avez la chance d'être élu parce que vous avez un bon bilan. Mais si Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi arrivaient en 2023 avec un bilan désastreux, que les Congolais désavouent, Vital Kamerhe candidat n'aurait aucune chance de gagner. Vous en êtes sûr? Parce que Vital Kamerhe, c'est lui le faiseur de roi. Donc, il y a un coquille de se faire lui-même. C'est pas péjoratif en disant faiseur de roi, mais c'est vraiment un grand faiseur de roi. Et je veux que quelqu'un vienne me contredire et qui me brandisse un tel background. Voilà. Maintenant, avec ce procès, avec l'arrestation de M. Massaro, qui est son neveu, puisque selon Ambroise Mama, nous l'avons suivi avec mon excellente consoeur Nicole Pochot, c'est lui l'élément clé au fait de ce procès. C'est lui qui a permis la relation entre Vital Kamerhe et M. Djamal. C'est lui qui permettait, c'est lui qui était le cœur dans tout ça. Et vous l'avez suivi, certains disent qu'il est affecté par l'arrestation de son neveu. Alors, si tout aujourd'hui s'est déballé, et qu'on savait que Vital Kamerhe était trempé dans toutes ces histoires sales, quel est son avenir politique aujourd'hui? Est-ce qu'il n'était pas en train de creuser sa propre tombe? L'état de droit, madame, c'est l'état de règles, c'est le respect des règles, c'est le respect des lois. Je suis en train de constater que tout le monde, nous tous Congolais, nous commençons à plaider par procureur. Nous l'avons condamné avant. Massaro est un citoyen congolais et majeur.
il a été invité par la justice. Il a fait, hein? Et puis il a fouillé. Il a fait. Mais nous ne connaissons pas le fond du dossier. Nous ne connaissons pas pourquoi il a été invité. Parce qu'on n'a pas entendu puisqu'il a fui. Nous ne savons pas quelle est l'implication que sa convocation aurait avec l'affaire Vital Kamerhe. Massaro, j'ai lu les membres de la supervision de 100 jours. J'ai lu les membres de la coordination. Je n'ai pas vu les noms de Massaro. Je n'ai pas vu. Donc moi je ne sais pas aujourd'hui à quel niveau l'implication de Massaro a un impact sur l'affaire que connaît Vital Kamerhe aujourd'hui. Non, arrêtons avec la clameur publique. Si nous voulons un état de droit, l'état de droit c'est l'état où on respecte les lois, où personne n'est au-dessus des règles. Mais dans le cas de Vital Kamerhe, personne ne veut respecter l'état de droit. Personne. On l'a condamné d'avance déjà. Vous avez on a trouvé une victime expiatoire. Vital Kamerhe aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Il faut libérer Barabbas. Il faut libérer Barabbas. Qui est Barabbas? Qui est Barabbas? C'est ça la grande question. Si on doit crucifier Jésus-Christ et libérer Barabbas, la question... Moi, je ne mange pas l'homme. Barabbas, ce serait le chef de l'État? Madame, les Saintes Écritures nous disent. Barabbas, ce sera le chef de l'État. Madame, les Saintes Écritures nous disent. Quand vous saurez la vérité vous affranchira. Quand vous saurez la vérité vous affranchira. La vérité va venir. La vérité va venir. Une question... Et rassurez-vous, je tiens à rassurer. Non, Barabbas, ce n'est pas le chef de l'État. Ah, rassurez-nous, parce que là... Barabbas, ce n'est pas le chef de l'État. Espérons, parce que là, aujourd'hui, le jour... Mais je dis, les Saintes Écritures nous disent que vous saurez la vérité vous affranchira. Et la vérité, elle viendra dans un procès équitable, avec une justice indépendante. Nous y sommes là. Nous y sommes. Donc, le prochain procès... c'est pour le 25 mai. Oui. Toujours médiatique, parce que les gens ont estimé que Vital Kamerhe, lors de ce premier procès, s'était trop exposé. Nous suivons cette clameur, puisque moi je suis le lien entre cette population et vous qui le côtoyez, qu'il était trop condescendant, trop hautain, il voulait prendre la place de ses avocats et tout ça, et il a commis d'erreur sur erreur. Est-ce que pour le 25 mai, Vital Kamerhe se comporterait-il toujours ainsi, quelqu'un qui connaît tout, qui a, voilà quoi, le faiseur de roi, il se prend pour un petit dieu, mais ça l'a défavorisé, selon une certaine opinion, lors de son premier procès. Ça dépend de quel camp on se trouve. Madame, moi, Vital Kamerhe, non pas parce que c'est mon chef de file, non pas parce que c'est mon ami, je n'ai pas trouvé d'arrogance. J'ai trouvé un homme serein devant ses juges à la recherche d'un jugement équilibré, dans une justice indépendante, parce que nous voulons l'état de droit. Maintenant, si vous êtes Vital Kamerhe, si vous êtes dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est vrai que vous ne pouvez pas rester assis et que les avocats disent tout, pendant qu'on a déjà fait le procès de Vital Kamerhe, alors qu'il ne même pas passé devant, alors qu'on n'a même pas le jugement définitif. On a insulté. On a insulté sa femme, on a insulté ses enfants, on a insulté sa mère. Vital Kamerhe, c'est l'homme politique le plus insulté par jalousie. Donc vous comprenez que les soucis, et vous savez même, si on a eu les caméras, si on a eu la RTNC relayée par d'autres, c'est exclusivement à la demande de Vital Kamerhe. Exclusivement à la demande de Vital Kamerhe. Donc s'il y en a un qui est en quête de la vérité dans cette affaire, c'est Vital Kamerhe. Sa suspension, correct? Il fallait qu'il soit suspendu comme directeur de cabinet? C'est une suspension administrative. Moi, je ne travaille pas à la présidence. Je constate que les termes de... il n'est pas suspendu. Suspendu? Non, on a constaté son empêchement. On a constaté son empêchement. On joue sur le mot, pratiquement. J'ai lu, je n'ai pas vu suspension. On a constaté son empêchement et on a administrativement désigné un intérimaire. C'est ce que dit l'ordonnance du chef de l'État. Tel qu'il est là, parce que pour suspendre, madame, s'il vous plaît, pour suspendre, il faut une faute. Je suis peut-être le plus imbécile. Mais je pense il est en procès. Donc s'il est en procès, il doit être libre. Comme s'il était malade, comme s'il est parti en voyage. C'était l'empêchement. Ok, mais là, on veut peut-être on veut le libérer de ça pour qu'il n'engage pas le cabinet du chef de l'État, parce que là, il se présente comme directeur de cabinet du chef de l'État. Donc ses propos engagent le cabinet du chef de l'État. Donc c'est peut-être ils veulent mettre le cabinet du chef de l'État et le chef de l'État, moi je le pense, à l'abri
En le mettant... je ne sais pas, madame, de toutes les façons, au moment de 100 jours, Vital Kamerhe était directeur du cabinet. Donc aujourd'hui, on ne peut que le considérer comme directeur du cabinet, puisqu'il l'était au moment des événements de cette histoire de 100 jours. Donc maintenant, on commence à discuter, est-ce qu'il est, est-ce qu'il ne l'est plus? Bon, chacun va donner son explication. Moi, je sais qu'il est empêché et on a désigné un intérimaire. Mais attention, Vital Kamerhe ne s'accroche pas au poste. Vital Kamerhe ne s'accroche pas au poste. Vital Kamerhe a eu mieux que ça. Ce n'est pas les postes qui intéressent Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, dans sa vie, ne s'est jamais battu pour les postes. Il s'est battu pour les convictions. C'est un homme de convictions. Il se bat pour ses idées. Donc, question. Est-ce qu'il pourra redevenir directeur de cabinet? Parce que d'autres disent que c'est une humiliation, qu'il est humilié au fait, et que on ne le voit plus reprendre ce poste de directeur de cabinet. Est-ce que vous, son ami, est-ce que vous le conseillerez de reprendre son poste de directeur de cabinet s'il est acquitté? Madame, s'il est acquitté, Vital Kamerhe serait président de la République. Directeur de cabinet, c'est trop peu. Il serait président de la République. Moi, j'ai décidé dans ma vie d'être derrière lui pour l'amener au sommet de l'État. C'est là que j'attends Vital Kamerhe, parce que Vital Kamerhe écrit, contrairement aux hommes politiques, ils n'écrivent jamais. Et Vital Kamerhe écrit ses idées. Et si vous lisez ce que dit Vital Kamerhe dans ses écrits, non, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on lui accuse aujourd'hui. Donc je veux ce Vital Kamerhe là qui écrit. Mais encore il y a un problème. Regardez qu'en même temps que nous voulons l'état de droit, au même moment Vital Kamerhe veut faire exception. 3 fois il a demandé la liberté conditionnelle, la liberté provisoire. On ne veut pas le lui accorder. Pour vous, c'est une forme d'humiliation. C'est ça. Non seulement c'est une humiliation, mais ce n'est pas l'état de droit. Nous ne sommes pas dans l'état de droit parce que la liberté provisoire a des conditions. Et Vital Kamerhe remplit amplement les conditions. Vital Kamerhe a un emploi. Vital Kamerhe a un emploi. Vital Kamerhe a une famille. Vital Kamerhe a une résidence. Plus et aujourd'hui. Vital Kamerhe est malade. Plus et aujourd'hui. Malade? C'est la... Vital Kamerhe est menacé. Chaque prisonnier politique qui devient malade en prison. Vital Kamerhe est menacé aujourd'hui par la Covid-19. On nous a dit l'article, c'est là, hein? La Covid-19. En prison? La justice, oui. La justice, ce n'est pas la vengeance. La justice, ce n'est pas la vengeance. Pourquoi un état de droit, alors que Vital Kamerhe a rempli toutes les conditions et à 3 reprises on lui refuse? Sa fuite n'est pas à craindre. C'est de l'acharnement. Oui, nous sommes dans l'acharnement. Là, nous sommes dans l'acharnement parce que sa fuite n'est pas à craindre. Il a un emploi, il a un domicile, il a une famille. Il est malade lui-même physiquement. Et il est menacé par la Covid-19. Mais on le laisse en prison. Est-ce la justice? C'est la vengeance. Est-ce, madame, si l'irréparable est arrivé, qui en serait responsable? Nous allons maintenant aller à l'Assemblée nationale avec ce feuilleton de la pétition contre M. Kabound. Vous l'avez suivi, Jean-Jacques Mamba, député MLC, a en tout cas voulu et veut le départ de Jean-Marc Kabound à la tête ou à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez suivi, hein, beaucoup... il y a eu ce qu'il y a eu et nous attendons toujours la suite et la Ligue, nous allons en savoir un peu plus ce que sont dit les jeunes de l'UDPS. Jean-Jacques Mamba dans les locaux du secrétariat du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés MLC est venu déposer sa pétition en vue d'enclencher le processus de déchéance du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Nous avions activé l'article 31 de notre règlement d'ordre intérieur suite aux différends que nous avons eus avec l'honorable premier vice-président. Nous avons pu obtenir 62 signatures et nous sommes venus déposer une pétition visant à le déchoir de son poste de premier vice-président du bureau. Mais que reproche-t-on au président ad intérim de l'UDPS? Vous vous rappelez que monsieur l'honorable premier vice-président, à l'époque, avait, sur les ondes de Top Congo, allégué pendant cette période de Covid que le bureau aurait sollicité 7 millions de dollars pour organiser le congrès. Nous avons de manière très courtoise adressé un courrier à ce dernier pour qu'il nous donne les éléments de cette allégation, c'est-à-dire les preuves. Malheureusement, il a brillé par un refus catégorique de coopérer, jusqu'à agresser, lorsque nous avons envoyé le dernier courrier, dans lequel nous nous sommes même proposés de le rencontrer. Il a agressé mon assistant qui est derrière moi, on lui a déchiré la chemise ici au Palais du Peuple. Et j'estime pour ma part que ce genre de comportements sont inadmissibles dans une république démocratique
Et partant de là, après cet incident, nous avons décidé d'activer l'article 31 de notre règlement intérieur pour qu'il soit sanctionné. Les signatures réunies, la pétition déposée, il ne reste plus que la convocation d'une plénière, seule habilitée à se pencher sur une déchéance ou pas de Jean-Marc Kabunda Kabound de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Une nouvelle épreuve pour la coalition FCC Cash. Au cours de ce tête-à-tête avec la presse, le président intérimaire de la Ligue de jeunes de l'UDPS dénonce le projet de destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui se veut être le président de l'UDPS. Le crime reproché au président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi est d'avoir défendu le chef de l'État, disposition constitutionnelle à l'appui contre une conspiration fomentée par les deux bureaux du Parlement. Ainsi, nous alertons l'ensemble du peuple congolais sur l'existence d'un plan diabolique des forces du mal contre l'élan du développement et de l'état des droits en République démocratique du Congo, impulsé par les chefs de l'État. Néanmoins, notre grand étonnement est de constater que dans ces plans diaboliques, nos soi-disant alliés du FCC sont impliqués activement. Les projets de destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, est une première étape de cette vaste machination concoctée dans le cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale qui utilise le député de l'opposition Jean-Jacques Mamba comme bouc émissaire. Pour preuve, 57 des 62 députés signataires de la fameuse motion de destitution sont du FCC. Emmanuel Ngoïdiogo exige de ce fait la rupture immédiate de la coalition FCC Cash, estimant que les vrais faux alliés ne sont pas engagés dans la vision du développement. Invite le président intérimaire de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, à se prononcer dans un bref délai pour tirer toutes les conséquences politiques de l'hypocrisie qui caractérise la coalition FCC Cash. Exige la rupture immédiate de cette coalition avec des alliés hypocrites. La Ligue de jeunes du parti présidentiel suit de près les manœuvres de forces obscures qui veulent faire tomber Jean-Marie Kabound du bureau de la Chambre basse du Parlement. Pati Katanga, les deals, les coalitions, aujourd'hui sont mises à rude épreuve de deux côtés. Cash, FCC, UNC, UDPS. Est-ce que ce n'était pas au départ des coalitions contre nature? Non, nous sommes en politique, il n'y a rien de contre nature. Il y a seulement l'opportunité. Nous sommes en politique, à un moment donné, nous avons remarqué que nous avons gagné. D'abord, on commence par Cash. Nous avons monté une alliance UDPS et ses alliés, UNC et ses alliés, ça c'est Nairobi. Et nous avons choisi un candidat unique. C'est ce que était la demande des Congolais. Nous avons battu campagne et nous avons le président de la République. Et nous constatons que nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou parlementaire comme on veut. Et il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en place sa politique, donc avoir un Premier ministre. La solution politique est d'aller en alliance avec ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça maintenant FCC Cash. D'abord Cash, c'est une alliance elle-même. FCC Cash, deuxième alliance. Dans la première alliance FCC Cash, pour notre compte UNC allié, Vital Kamerhe a signé. Dans la deuxième alliance, dans la première alliance Cash à Nairobi, Vital Kamerhe a signé. Dans la deuxième alliance FCC Cash après les élections, Vital Kamerhe a signé. Donc, maintenant, au tenant de la rupture, j'en suis pas un. Non, je ne suis pas tenant de la rupture parce qu'il n'y a pas de solution politique. Il n'y a pas de sortie. Ceux qui ont des solutions, qu'ils nous les brandissent. Madame, réfléchissons par l'absurde toujours. Cash se disloque. UNC est allié de son côté, UDPS est allié de son côté, Cash se disloque. Deuxième dislocation, FCC Cash se disloque. FCC de l'autre côté, Cash déjà en lambeau, puisque UDPS est allé de côté, UNC est allé de côté. Et FCC de son côté. Il n'y a plus d'alliance. Quelle est la solution à la place? Quelle est la solution? La cohabitation. Vous aurez peut-être pu penser, ça s'est fait ailleurs. Pourquoi on n'a pas choisi la cohabitation? Parce que cette coalition, en fait, les gens disent, il ne faut pas se voiler la face, Pati Katanga, que nous vivons déjà une cohabitation. De fait, alors, légaliser cette cohabitation. Est-ce que les tenants de la rupture savent ce que ça veut dire la cohabitation? Parce que s'ils pensent que
La cohabitation, c'est les chefs de l'État qui dirigent. Je les regarde dans les yeux, ils sont en train de se tromper. La cohabitation, le chef de l'État est là pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est le Premier ministre qui conduit la politique. Nous sommes dans un régime quand même un peu semi-présidentiel. Oui, le président de la République va garder les grandes prérogatives. Les affaires étrangères. Exactement. Les affaires étrangères, la défense, la sécurité. C'est fini. La politique économique, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Qu'est-ce que nous avons comme problème au Congo? Des problèmes économiques. Il faut qu'il y ait les emplois. Pour que les Congos puissent émerger demain. Il faut une politique de développement. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'on doit dans la cohabitation, il faut qu'on les sache. Si c'est une cohabitation, cache n'aura aucun ministre. C'est ça la cohabitation. Aucun ministre. On aura un Premier ministre et tous les ministres du FCC. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Non, moi j'en veux pas. Moi je veux pas ça. Mais vous n'avez pas la majorité. Pourquoi vous ne voulez pas? Non. Dans la suite logique des choses, ça s'appelle. Moi je pense que l'alliance FCC cache. C'est ce qui correspond aux Congolais. À un moment donné, les Congolais doivent montrer à la face du monde qu'ils sont capables de se mettre ensemble. Pourquoi toujours être divisés? Bon, cette énième crise entre Jean-Marc Kabound et Jean-Jacques Mamba, c'est toujours les aléas de cette coalition, parce que on n'y comprend pas trop bien ce qui se passe. Moi non plus. On ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants. Je pense qu'au Congo, en même temps comme nous avons fait le choix de l'état de droit, nous avons aussi fait le choix de la démocratie. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de démocrates. On veut la démocratie sans démocrate. Ça pose un problème sérieux. C'est un problème parlementaire. Si à la procédure, et que, je ne sais pas, les Jean-Jacques Mamba, s'il est dans la procédure, si c'est ça les règlements intérieurs, Kabound va se défendre. Kabound n'a qu'à préparer sa défense. Si c'est ça le combat qui se passe à l'Assemblée nationale, il faut laisser fonctionner la démocratie. Il faut laisser fonctionner la démocratie. Mais si c'est un complot, contre le chef de l'État, si c'est un complot contre Cash, ah non, là nous allons tous nous mettre debout comme un seul homme pour étouffer le complot dans l'œuf. Donc, pourquoi on en voudrait tellement au chef de l'État? Parce que le chef de l'État a 5 ans prévu par la Constitution, donc il a été élu président de la République. On aimerait le faire tomber. On voudrait quoi? Un coup d'État en République démocratique du Congo? On ne peut pas, le monde ne l'accepterait pas. Exactement. Pourquoi vouloir le chef de l'État chercher des noises au chef de l'État? Si ce sont des armes permises dans une démocratie, les chefs de l'État, nous sommes là pour les défendre. Si ce sont des coups bas, ce sont des officines qui sont en train de concocter la déstabilisation de notre pays en déstabilisant le président de la République. Mais nous ferons tous bloc derrière le chef de l'État pour faire échec à ce complot. Mais on ne peut pas interdire à la démocratie de s'exercer. Une question, toujours dans ce soutien contre l'UDPS, nous avons vu le président Vital Kamerhe écrire depuis sa prison. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il est toujours président de l'UNC en fait? Oui. Il est toujours mais être en prison, ça ne vous prive pas de vos droits, il n'est pas condamné. Il est présumé innocent, encore lui, dans le cas de Vital Kamerhe. La présomption d'innocence, non, ça ne peut pas. Mais la dernière lettre, sa dernière missive, moi je suis la meute populaire. Beaucoup disent, ah, l'inga somba, quoi, l'inga soit grâce à chef de l'État. Yawana komi mukanda, na po chef Kelemo Mao. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Pourquoi avoir écrit? Madame, le chef de l'État et Vital Kamerhe, vous savez qu'il s'appelle frère. Vous savez que les enfants de Vital Kamerhe appellent le chef de l'État papa. Les enfants du président de la République appellent Vital Kamerhe papa. Ils ont tissé des liens inutiles personnels. Il n'a pas en public à supplier le président de la République de qui que ce soit. Vital Kamerhe ne supplie rien. Vital Kamerhe veut une justice indépendante. Parce qu'il faut absolument que l'éclairage soit fait autour de ce problème de 100 jours. Nous voulons l'éclairage, le peuple congolais veut l'éclairage. On ne peut plus étouffer cette affaire. L'affaire a éclaté au grand public. Les Congolais attendent maintenant, devant les écrans de télévision, de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais entre Vital Kamerhe et les chefs de l'État, ils ont des relations intuites personnelles. Vous avez cette alliance entre l'UNC et l'UDPS. Mais on ne sent pas le soutien de l'UDPS face à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe continue à soutenir le chef de l'État. Mais le contraire, non. Les gens de l'UDPS ne veulent pas entendre Vital, ni aucun soutien. Moi, je sillonne le net, je ne vois personne de l'UDPS soutenir Vital Kamerhe. Pourquoi? Madame. Vous en faites des besoins quand c'est ça la question. Pourquoi vous l'UDPS? Parce que je ne vois aucun soutien d'un membre de l'UDPS envers Vital Kamerhe. Madame, vous avez suivi les soirs de l'élection, vous avez suivi le jour
où le président de la République a prêté serment. Qui a appelé Vital Kamerhe coach? C'est pas nous, ses alliés. Ce n'est pas une, c'est son parti. Coach, c'est UDPS. Coach. Coaching. Coach. C'est UDPS. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive exactement à cette animosité? Pourquoi cette animosité, cette indifférence envers Vital Kamerhe? Aucun soutien. Moi, je suis un honnête et je ne vois aucun soutien d'un membre de l'UDPS. Je vous l'ai dit ici, mais vous n'avez pas suivi. Je vais encore me répéter. Je vous en prie. Vital Kamerhe est un personnage emblématique. Par moments, on l'aime et par moments, on veut le tuer. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe a un background que n'a aucun homme politique congolais. J'ai dit aucun homme politique congolais n'a le background de Vital Kamerhe. Il a fait élire à 2 reprises 2 présidents de la République. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il est cofondateur du PPRD. Il a été ministre en passant. Donc ça veut dire que ça fait... Ferait-il de l'ombre au chef de l'État? Ferait-il de l'ombre au chef de l'État? Il a eu à répondre lui-même, Vital, à cette question. On veut quoi? Il est le directeur du cabinet du président de la République. Dites-moi par quelle magie peut-on effacer un personnage emblématique comme Vital Kamerhe? C'est pas possible, on ne peut pas l'effacer. Voilà, nous y restons. Les Wewa, comme on les appelle, les conducteurs de motos, sont allés au palais du peuple pour soutenir M. Kabound. Il y a eu des manifestations, la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes. Et la réaction des présidents des jeunes kabylistes par rapport à cette fameuse histoire de M. Ibrahim Kabila. Vous le savez, Ibrahim Kabila a été reçu ici à Congo Web Télévision dans l'émission Bossoloa Politique. Et vous avez suivi la suite. Il a été arrêté ou interpellé par l'ANR ou par la police. Il est allé répondre et il a été libéré par la suite. Nous avons eu les informations. Merci à vous, donc, actualité.cd et Actu 7 de Jeff Caleb et 7 sur 7. Merci parce que c'est à travers vous que j'ai vraiment des informations à la minute. Et merci aussi à ma rédaction parce que sans Congo Web, chaîne à Mikolo, quoi. Voilà plus de détails. Guilou Koki. Parce que ça l'union coalition. Mais nous sommes en train de remarquer que il y a beaucoup de dissolution de l'Assemblée nationale à l'immédiat. Donc il y a une élection anticipée. On a établi coup d'État. On va monter na chef de l'État. À partir de lundi, jeudi, tokolala awa pona kobenga ba député nyonso awa. FCC a fomi simboka lokola ya ye. Eza biete Kongo eza munene. Tope oza muku na lobili kampotre kabila ba lever ba ke ba kangiye. To sala boy mabe o juste bazo lukani. Yango to linga libalo ne kupaka lelo soko bo mabiso ba bo mabiso. C'est une journée pas comme les autres qu'a connu vendredi Ibrahim Kabila. Celui qui se présente comme le fils biologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ancien président de la RDC assassiné en 2001, a été enlevé quelques minutes seulement après son passage dans l'émission Bossolona Politique officielle sur Congo Web Télévision. C'est grâce à plusieurs alertes qu'il a été conduit à l'Ipékin avant d'être transféré au parquet. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à en croire Ibrahim Kabila. Ngayo Ibrahim Kabila,
bautaki pour lever mais asengi na nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fati Beton président président Olaxike oza muta justice atindi batu baye pe major baye kolongolanga na basala oyo. Merci beaucoup na président de la République alaxi biso ke état de droit eza ya solo nalingi bino nyonso bakongolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré toko continuer toujours pour réclamer mort ya papa na biso justice esalema et puis ndenge toza boye oyo amoni ke aza mwana na muze eswe aye tosali test ADN eza te ya kotindela bato na nzela bokende tozokende na okinga kati bokenanga kinga kati kosalani bandeko na biso ya wewa bazalaki wana na bibana mboka nga naza ndeko na bino congolais en tout cas coup de chapeau na bana kawewa nyonso ya Kinshasa coup de chapeau mpona nauti koreklame mort ya papa na ngai justice esalema nde bato ya kinga kati bango bayeba memanga na kinga kati. Ibrahim Kabila lance par ailleurs un appel au calme, estimant que le nom de Musée Laurent Désiré Kabila ne disparaîtra pas. Pati Katanga, la grande problématique, c'est la situation géographique du Palais du Peuple. Et nous avons remarqué qu'il n'y a plus de clôture autour du Palais du Peuple, là où se réunit l'élite, la crème, les députés nationaux de notre pays. Est-ce que les députés ne sont pas en danger comme ça, exposés comme ça, sans clôture, autour du Palais du Peuple? Le Palais du Peuple, à ce que je sache, le Palais du Peuple est un site protégé. Exactement. Un site protégé qui ne peut être violé. C'est inviolable, le Palais du Peuple. Bon, maintenant, le problème, c'est nous, les hommes politiques congolais, nous avons le devoir d'éduquer nos militants. Leur faire comprendre que la démocratie, ce n'est pas l'affrontement. La démocratie, ce n'est pas la destruction. On peut manifester sans casser. Déjà, nous n'avons pas grand-chose, nous avons que des problèmes. Regardez ici, encore là, on peut faire le lien. L'Inde, pour la sortie de crise Covid, l'Inde a mis 243 milliards de dollars pour la sortie de crise Covid. L'Afrique du Sud a mis 200 millions de dollars. Madame, il y a 60 ans, le Congo était devant l'Inde et devant l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé 60 ans après? Comment l'Inde peut mettre 243 milliards de sortie de crise Covid-19, l'Afrique du Sud 200 milliards de sortie de crise Covid-19? Vous savez le Congo, nous sommes à combien? On parle de 1,8 million. Et j'ai vu l'ambassadeur de l'Europe, ambassadeur de l'Union européenne, faire une conférence ici pour dire que l'Union européenne venait d'octroyer à la République démocratique du Congo, pour lutter contre le Covid-19, 5 millions d'euros. C'est pas ridicule ça? C'est pas ridicule? 5 millions d'euros pour le Congo, mais ça ne suffit même pas pour ma commune. Donc, mais les Wewa, c'est aujourd'hui un lobby et c'est une force qui fait trembler, parce que quand les Wewa s'énervent, tout recule. Hein? Nous avons choisi la démocratie et l'état de droit. C'est lui qui va enfreindre la loi. Personne ne pourra être au-dessus de la loi, Wewa ou pas. Ça veut dire... Ils sont même allés menacer, Jean-Jacques Mamba l'a tweeté dernièrement, qu'il a été menacé par ces fameux Wewa chez lui, dans sa résidence, parce que c'est lui le cerveau moteur de la destitution de Jean-Marc Kabila. S'il a des preuves, il porte plainte et je pense que la justice fera son travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Est-ce qu'aujourd'hui on va se mettre debout, on commence à couper la tête de Wewa? Ah non, je pense qu'il y a... Nous voulons construire ensemble un état de droit. C'est une construction et nous avons des difficultés à y arriver. Alors les Wewa, si on a attaqué Jean-Jacques Mamba, écoutez, la justice est là, ça c'est pas notre problème, c'est pas le problème de la République. C'est le problème de la justice, il saisit la justice. Je constate que lui aussi, plutôt que de saisir la justice, c'est plutôt les réseaux sociaux. D'abord les réseaux sociaux. Comme si aujourd'hui c'est un outil formidable de communication. On peut être sauvé par les réseaux sociaux aujourd'hui, Pati Katanga. Il faut pas négliger l'impact des réseaux sociaux. Même le fils de Mzé a été sauvé par les réseaux sociaux. On néglige plus aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux. Même les problèmes du fils de Mzé. Est-ce que les problèmes privés peuvent se régler en privé? Pourquoi veut-on à tout prix amener le problème qui revient au privé, le problème qu'on peut traiter en famille, l'exposer en public? Qu'est-ce que le peuple congolais a à foutre? À gagner de... Qu'est-ce que le peuple congolais a à gagner? Le peuple congolais a-t-il élu Félix Antoine Tshisekedi pour ça?
pour qu'il y ait maintenant débat qui est l'enfant de X, qui est l'enfant de Y. Non, les Congolais l'ont élu à la magistrature suprême pour trouver des solutions à leurs problèmes. Problèmes d'école, problèmes d'emploi, problèmes, nous constatons que nous n'y sommes pas. Nous commençons à rentrer aujourd'hui dans la diversion. Là, nous sommes dans la diversion. Nous ne sommes plus dans l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essentiel aussi, et je vous pose directement cette question, vous les hommes politiques, vous les leaders d'opinion, on vous accuse, vous, d'être à la base de toutes ces situations. Les hommes politiques congolais sont des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, voilà, qu'à leurs petits intérêts, voilà quoi, vous ne pensez même pas à ce peuple qui vous a élu, ce peuple qui marche sous le soleil, ce peuple qui mange une fois par jour, ce peuple qui a des difficultés de transport, vous ne pensez qu'à vos petits intérêts. Vous, les hommes politiques. D'ailleurs, les gens me poseraient la question aujourd'hui, bon, vous avez répondu que c'était pour les élections, la dynamique des alliés de Caméré, Pati Katanga. J'y reviens. Pourquoi soutenir VK aujourd'hui? Est-ce que vous allez mettre la même force à soutenir un Congolais lambda aujourd'hui, s'il a un problème? Mais pourquoi je soutiens VK aujourd'hui? Parce que j'estime que le procès qui lui est fait est injuste. Et je suis anxieux de trouver que Vital Kamerhe va prouver son innocence. Je ne peux pas accepter, moi qui suis attaché à l'état de droit, je ne peux pas accepter qu'on ait désigné quelqu'un coupable avant même que les jugements aient eu lieu. Ce n'est pas acceptable. Dans le cas de Vital Kamerhe, on a déjà désigné un coupable, une victime expiatoire. Moi encore, je vais revenir il y a 2000 ans. On a crucifié un innocent, c'était Jésus-Christ. Et on a libéré un bandit des grands chemins, Barabbas. 2000 ans après, aujourd'hui, nous sommes tous, chaque soir, à genoux, en train d'implorer la responsabilité des politiques congolais dans l'échec. Vous avez dit 60 ans après aujourd'hui, nous sommes presque les derniers des pays africains aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui attaqués par la Zambie. Vous le savez, aujourd'hui que la Zambie détient 2 localités de notre pays aujourd'hui. Oui. Et on privilégie la voie diplomatique, vous le savez. Et d'ailleurs, le député national Claudel Loubaya s'est levé et dit, mais pourquoi nous devons tout le temps faire cela, privilégier la voie diplomatique? Quand les autres nous attaquent et prennent nos territoires, eux, ils n'ont pas fait ça. Eux, ils nous ont attaqués, ils sont là chez nous. Mais nous devons faire la courbette, voir les Européens, les autres, pour traiter ce qui se passe dans notre propre territoire. La RDC aujourd'hui, cette faiblesse de la RDC, c'est vous les politiques. C'est vous qui avez détruit ce pays. Avec nous, bien sûr, mais la responsabilité, c'est vous, parce que nous nous mandatons notre pouvoir, nous vous le donnons. Oui, mais les Congolais peuvent se poser cette question à eux-mêmes. Si vous avez une population comme la population congolaise, vous méritez quelle classe politique? Nous sommes le reflet de la classe, nous sommes nos classes politiques congolaises. Nous sommes les reflets de la population congolaise. Vous ne pouvez pas chercher l'excellence dans la médiocrité. Ça ne se fait pas. Donc, le problème, il est collégial. Le problème, il faut trouver une solution collégiale. Le problème, ce n'est pas aux hommes politiques de trouver la solution et aux Congolais de rester dans les antivaleurs. La plupart d'antivaleurs sont exacerbés par eux-mêmes, les Congolais. Je ne suis pas ici en train de disculper la classe politique. Et là, c'est responsabilité. Mais je dis que la responsabilité, elle est aussi collective. La population congolaise a aussi sa propre responsabilité. Qu'est-ce qui peut se faire que 60 ans après, l'Inde soit capable de mettre 243 milliards de sorties de crise. Afrique du Sud, 200 milliards de sorties de crise. Madame, en 60 ans, nous étions devant l'Inde. Il y a 60 ans, nous étions devant l'Inde et devant l'Afrique du Sud. Réfléchissons collectivement. Réfléchissons collectivement. Mais cette histoire de tribalisme, j'ai appris quand on a arrêté le président Vital Kamerhe, qu'il y a eu des jeunes du Kivu, et même un qui s'est immolé. Et aujourd'hui, avec cette histoire de ressortissants 2, chaque fois qu'il y a un problème, nous ressortissants 2, nous caucus 2, de députés 2, est-ce qu'on ne peut pas interdire, avoir une loi qui interdit ce tribalisme presque légalisé? Parce que Vital Kamerhe, l'UNC, je pense, n'est pas seulement une partie des gens de l'Est de la République. Non. Alors pourquoi on fait ressortir le fait que ce sont que les gens de l'Est qui se sentent mortifiés par l'arrestation de Vital Kamerhe? Non. Nous, le Diacongo, c'était la même chose. Nous, ressortissants d'eux, nous ne voulons pas, on arrête ça. Nous, on ne peut pas arrêter. C'est une tare dangereuse pour la République. Notre pays peut sombrer à cause du tribalisme. Quand on arrête quelqu'un de ce coin-là, les gens de son coin s'élèvent. Quand on arrête Moulouba, là c'est le cas de Mokuna, les gens ils s'élèvent. Quand on arrête, mais l'état de droit, ce n'est pas ça.
Je pense qu'il faut réformer la loi et il faut une carte d'identité nationale sans mention ethnique. Parce que ce n'est pas acceptable. En même temps, ceux qui condamnent le tribalisme, si vous allez là où ils ont le pouvoir de nommer, vous allez trouver les gens de leur tribu en priorité. Alors, ça pose un problème. Même ceux-là qui disent condamner le tribalisme, si vous leur donnez le pouvoir et vous passez dans leur cabinet, vous trouvez que ce sont les gens de leur coin qui sont largement majoritaires. Non, l'intelligence n'a pas de tribu. L'intelligence n'a pas de province. La République démocratique du Congo, c'est un patrimoine national qui appartient à tous les Congolais. Non, il faut une loi et renforcer cette loi par une carte d'identité sans mention ethnique. Sans mention ethnique. On est Congolais pour la nationalité congolaise, point. Je pense qu'on commencerait déjà à sortir. Le tribalisme conduit le Congo sur la voie du suicide. Un jour, les Balouba vont dire nous sommes la République des Balouba, les Baswahili la République des Baswahili, les Bakongo la République des Bakongo, les Bangala la République des Bangala. Qu'est-ce que sera la RDC? Nous allons aller un peu dans mon ministère, voir un peu quelques activités. Nous allons aller coup sur coup au ministère du Tourisme et au ministère de la Coopération internationale. Comme l'on peut bien apercevoir ces kits complets remis aux opérateurs du secteur touristique, Dr Yves Bonkoulouzola, initiateur de cette opération, avait dans sa gibecière des dispositifs de lavage de mains, des désinfectants, masques et autres. Dans son speech, le ministre du Tourisme remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je tiens, au nom du chef de l'État, qui a lancé une riposte contre le coronavirus, et au nom du chef du gouvernement, son Excellence, Sylvestre Ilunga, je tiens également à dire à tous nos responsables des comités de surveillance, à l'Office national du tourisme, le secrétariat général, que ce symbole de lancement de l'opération de distribution de kits qui commence aujourd'hui devra se poursuivre afin que nous puissions tous soutenir nos opérateurs pendant cette période difficile du coronavirus. Soulignant que ces kits complets sont également destinés à toute personne qui fréquente ces lieux afin de se protéger contre le coronavirus. Cette opération s'est déroulée en présence du bourgmestre de la commune de Kinshasa qui se dit satisfait. La commune de Kinshasa sera toujours très reconnaissante du geste posé à son égard. Après Hôtel Cabinda Center, les ministres s'est rendu aussi à Africana Palace. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur gratitude. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir le ministre du tutelle ici chez nous. À noter que cette opération de distribution des kits au profit de plusieurs hôteliers et opérateurs touristiques devra se poursuivre sur l'étendue du pays. Ces experts sont arrivés en République démocratique du Congo pour renforcer l'équipe du Dr Muyembe dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie dans le compte rendu de leur table ronde. Depuis le début de la pandémie, j'ai saisi plusieurs partenaires, dont notamment la Chine. C'est pour la 4e fois que la Chine intervient. Dans un premier temps, c'était avec du matériel qui avait été donné. Il devait normalement servir pour Ebola, mais qui a été transféré pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Suivi de l'entreprise Alibaba qui a fourni un lot très important de matériel aussi dans le même cadre. Suivi d'autres matériels. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la mutualisation des compétences et l'échange d'expériences à travers cette importante délégation des médecins, d'experts, qui vont devoir travailler avec leurs collègues de l'INRB autour de M. Muyembe, de sorte à trouver les solutions les plus rapides possibles pour la population congolaise, pour faire face à cette pandémie. À savoir que la Chine, étant un pays de départ du coronavirus, devenu une pandémie mondiale, apporte un soutien avec un don du gouvernement chinois de 4 tonnes de matériel de santé anti-Covid-19. Katanga, la Chine, encore la Chine, nous avons suivi le ministre Pépin Guillaume Anjolo, l'apport de la Chine, l'appui de la Chine est vraiment comme une bouée d'oxygène pour nous, mais les gens disent que les Chinois, est-ce que les Chinois vont vraiment nous aider pour combattre cette maladie selon vous? Nous ne maîtrisons pas les enjeux, nous allons subir. Les Américains et les Chinois s'accusent.
Les Américains disent que le virus a été créé dans les laboratoires à Wuhan. Les Chinois disent à leur tour que ce sont les militaires américains qui étaient en manœuvre dans la mer de Chine qui avaient apporté ce virus-là en Chine. Nous sommes là, et on dit en français, là où se battent les éléphants, nous ne sommes que l'herbe. Nous n'avons qu'à souffrir. Parce que nous sommes un pays qui n'anticipe pas. Nous n'avons pas de moyens. On ne sait pas anticiper, nous sommes en train de subir. Nous envoyons les Chinois ici. Qui a expertisé pour savoir si nous ne apportons pas encore un virus de plus? On ne sait pas qui ils sont des experts en quoi? Ils sont des médecins, ce sont des médecins, non? Tous les experts nous disent qu'il y aura une autre mutation. Il y aura Covid-20. Il y a déjà la deuxième vague en Chine, déjà. Mais maintenant, nous, des gens viennent, on nous dit que ce sont des spécialistes. Est-ce qu'on a vérifié en Chine si ce sont bien des médecins inscrits à l'ordre national des médecins chinois? Parce que nous avons des médecins ici, si c'est congolais, ils sont inscrits à l'ordre national des médecins. Mais si c'est des étrangers qui viennent ici, ils se disent spécialistes. Est-ce que nous avons vérifié qu'ils les sont réellement? Un jour, on va nous apporter des choses qui nous ne seront pas maîtrisées. Donc j'ai dit, nous sommes en train de subir. Nous ne savons pas anticiper. Et ça, anticipons-nous ici en Congo. L'après-Covid, Pati Katanga, comment ça va se présenter puisque déjà on parle, nous avons ouï dire que la commune de la Gombe n'est plus l'épicentre dans la ville de Kinshasa. On risquerait même la reprise de cours d'ici là. Et beaucoup de parents ont peur de la reprise des cours parce que on ne sait pas encore ce qui va se passer. L'après-Covid, selon vous, comment ça va se passer? L'après-Covid sera très dur pour la RDC. Déjà, les quelques sociétés que nous avons sont à l'arrêt. Donc l'État va manquer bientôt de moyens puisqu'on ne paye pas de taxes. Les sociétés ne fonctionnent pas. On a confiné Gombe, on a réduit l'espace où le Congo, les trésors congolais pouvaient avoir prélevé des taxes. L'après-Covid, nous n'avons pas réfléchi à ça. Nous sommes en train de naviguer à vue. Je serai président de la République, je mettrai en place un comité ad hoc des stratégies économiques pour commencer à réfléchir et à proposer. Oui, genre think tank. Comme cela se fait dans de grands pays. Nous n'avons pas de think tank, nous n'avons pas de nous n'avons pas de brainstorming. Nous naviguons à vie. Et la sortie de la crise, c'est la Chine qui est l'usine du monde. C'est-à-dire que nos minéraux, nous vivons sur les minéraux. C'est la Chine qui importe. Mais l'usine a fermé en Chine. Conséquence, nos minéraux ne valent plus rien. La loi de l'offre et de la demande. Vous avez des minéraux, nous n'en avons plus besoin. Donc nos minéraux ne valent plus rien. Il faut sortir. Il faut avoir un think tank pour réfléchir sur des stratégies économiques nous permettant de sortir de cette crise. Sinon, ça sera une catastrophe. Les gens vont commencer à mourir de faim dans la rue parce que 80% des denrées alimentaires, nous les importons. Non seulement nous allons manquer d'argent, aujourd'hui le dollar est à 2000. À peu près 1980. Oui. 1980. Oui. Donc c'est déjà la Banque centrale n'a plus de réserves pour venir soutenir le franc congolais sur le marché. La Banque centrale n'a plus de réserves pour venir soutenir les francs congolais. Le franc va continuer à couler. Et conséquence, comme nous importons en dollars, nous allons manquer l'argent pour importer les fiscales des denrées alimentaires et nous allons commencer à crever de faim. Non seulement nous n'aurons pas l'argent pour acheter la nourriture, mais nous allons aussi manquer de la nourriture parce qu'on n'aura pas l'argent pour les importer. C'est grave, il faut mettre en place un think tank de réflexion des stratégies économiques. Et je pense que les chefs d'État sont en train de me suivre. On ne peut pas rester les bras croisés, tendre la main, voir les conférences de presse du style ambassadeur de l'Europe, qui vient ici avec 5 millions d'euros. On rigole, on se fout de nous. 5 millions d'euros pour la République démocratique du Congo. Et l'ambassadeur de l'Europe fait une conférence pour ça. Ah, nous sommes pauvres, hein? Nous sommes potentiellement riches. Vous êtes potentiellement très très riches. Vous le savez, c'est la phrase on le balance depuis que nous sommes à l'école primaire. La République du Congo est un pays potentiellement riche. Espérons changer ces potentialités en réalité, ça sera une très très bonne chose. Nous allons clôturer, mesdames et messieurs, un peu par le social. Nous allons parler un peu de Bandal Bopeto, parce que cette opération de Kin Mopeto, je ne sais pas avec la Covid-19, si ça continue toujours. Voilà, et nous allons terminer par la réaction de Puna par rapport à la reprise de cours. Parce que nous avons ouï dire déjà que d'ici là, les cours peuvent reprendre. En quelles conditions? Suivons. Tout a commencé par la remise des équipements complets aux acteurs de la salubrité de la commune de Bandalungwa, tenue bleue avec la mention Bandal Bopeto ou Kin Bopeto, gants et masques pour aussi faire face à la pandémie du coronavirus. Le rendez-vous est donc pris pour l'avenue Kassavubu. Je dirais que c'est la grande rentrée puisque j'étais absent et je suis rentré.
Et voilà, on doit donner un grand coup de balai, malgré qu'il y a cette pandémie qui dérange un peu la planète entière. Mais on ne peut pas s'empêcher de rendre notre environnement très propre. Lui, j'étais absent du pays pendant un moment, en raison de la coopération internationale communale à Bruxelles. Et de mon retour, j'ai vu qu'il y avait un peu un laisser-aller et que le gouverneur a pensé à nous. Nous avons eu les équipements, vous avez vu, nos TT sont bien équipés maintenant. Et on s'est dit, c'est samedi-là qu'on doit donner un grand coup de balai. Cette remise de l'opération Bandal Bopeto n'a pas laissé l'Indalois indifférent. Ça se voit, c'est très bien. Les gens sont en train de travailler aussi, de balayer vraiment le macadam et aussi l'avenir. Tu as encouragé beaucoup de encouragé bien à travailler pour la moussa. Et aussi, il faut la paix, la très propre. C'est pourquoi tu as encouragé beaucoup de courage. À la clôture de la tâche du jour, Bailon Gaïbene a rappelé à ses administrés l'obligation de mettre la propriété devant chez soi chaque samedi avant 11h. C'est que nous, au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous pouvons conseiller, c'est que ça ne sera pas bon de pouvoir reprendre les activités scolaires avec une partie d'élèves, notamment avec les provinces qui ne sont pas concernées par la pandémie. Parce qu'en ce moment-là, on va fragiliser psychologiquement les élèves de Kinshasa et des autres provinces touchées par la pandémie. Ce qui est bon à faire, c'est que, et nous l'avions proposé depuis le 20 avril lors du point de presse de la synergie, nous avons demandé au gouvernement de pouvoir mettre tout en œuvre pour qu'on puisse qu'on puisse désinfecter les différentes écoles, notamment dans les provinces qui sont concernées par la pandémie, et qu'on puisse préparer les dépistages obligatoires de tous les élèves et de tous les enseignants, de telle sorte que l'on trouve une date définitive et tous les élèves, à travers la République, vont devoir reprendre au même moment. Parce que n'oubliez pas que notre système éducatif facilite l'union, l'unité, et nous pensons qu'il faut qu'on puisse préserver cela. Donc pour nous, il faut que le comité technique de la riposte fasse son travail en désinfectant les écoles, en érigeant le dispositif exceptionnel pour le lavage-main dans les établissements, mais aussi en faisant les dépistages. Et un autre élément que nous ajoutons, pour nous, nous considérons qu'en tant qu'enseignants professionnels de la CRE, nous avons les prévisions des matières. Il y a beaucoup de matières qui sont en souffrance, mais dès que l'on va entamer la reprise des cours, il faut absolument qu'on passe aux examens. Patrick Katanga, nous sommes en train d'atterrir avec ce dossier de l'EPSP ou de l'éducation en général. Vous avez suivi ce compatriote. Il a dit que ce ne sera pas très bon, je ne trouve pas le terme adéquat, ce ne sera pas très équitable en fait, que d'autres provinces soient privilégiées parce qu'ils ne sont pas contaminés par rapport aux provinces contaminées. Cela créerait une cassure chez les élèves, une cassure vraiment psychologique. Oui, cela va créer un déséquilibre entre ceux des élèves qui sont dans les zones contaminées et ceux des élèves qui sont dans les zones qui ne sont pas contaminées. Bon, maintenant il faut réfléchir, il ne faut pas donner des réponses comme ça. Est-ce que nos enfants ne seront pas en danger s'ils reprennent l'école? Il faut réfléchir, les comités scientifiques doivent être au cœur de la réponse. C'est le comité scientifique. Ce ne doit pas être une solution politique, mais la solution doit être scientifique. Ils doivent nous dire, est-ce qu'il faut par intermittence une école parce que d'abord, nous avons 40-50 élèves par classe. Comment ça va se faire? Parce que la loi dit, enfin la loi... Pas plus de 20 personnes pas plus de 20 personnes. Comment ça va donc faire les classes par... Faire des classes par intermittence. Une partie vient aujourd'hui, une autre partie demain, et ainsi de suite. Il faut trouver une solution, mais ça, il faut associer les scientifiques. Parce que la pandémie est à nos portes et ça peut importer. Aujourd'hui, heureusement, les enfants ne sont pas trop affectés. Mais demain... C'est dans certaines études, oui. Mais demain, combien seront malheureux les parents dont les enfants? Combien seront malheureux? Donc si on peut prévoir, il faut mettre les scientifiques au cœur de la solution pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'après tout, il faut que les enfants reprennent l'école. En France, on a repris l'école. En déconfinement en France, oui. Nous avons déjà des problèmes. Dans d'autres coins, on a repris l'école. On ne peut pas laisser nos enfants à la maison.
accumulant de retard, déjà on a des retards, en accumuler d'autres par rapport à d'autres enfants sous d'autres cieux. Mais il faut, pour cela, le comité scientifique... Ça me fait titre, Pati Katanga. Nous avons fait cette comparaison en Europe et beaucoup disent que nous faisons du copier-coller. Ce qui se passe en Europe, nous refaisons la même chose sans tenir compte des réalités congolaises. Nous avons parlé qu'en France, il y a une partie des élèves qui ont repris les chemins de l'école en Allemagne, mais eux, ils ont des moyens. Nous allons permettre à nos enfants de réouvrir les écoles sans moyens. Pourquoi on doit faire du copier-coller? Copier, ce n'est pas mauvais, mais c'est quand on copie le mauvais exemple, c'est ce qui est mauvais. Copier, lorsque vous copiez quelqu'un qui est intelligent, qui travaille bien, et vous voulez être comme lui, ce n'est pas une faute, au contraire, ça peut être une excellence. Nous ne devons pas copier pour le plaisir de copier, nous devons copier ce qui est bien. Là, dans le domaine de la scolarité, nous sommes déjà largement en retard. Lorsque nos enfants vont faire des études ailleurs avec un diplôme d'État, généralement, la plupart d'entre eux ne sont pas admis dans les grandes universités, parce qu'on considère que l'enseignement au Congo, l'enseignement n'est pas à la hauteur. Alors, accumuler encore des retards, pour nos enfants, ça serait néfaste. En France, on a des confinés en ce qui concerne la scolarité. Mais on a fait l'école par intermittence. Une partie vient aujourd'hui, une autre partie demain. On a divisé par deux. Il y a eu les télé-études. Oui, mais nous, ici, télé-études, on ne peut pas parce que nous n'avons pas le courant. Il n'y a même pas d'internet. Dans l'arrière-pays, n'en parlons pas. Tout le monde n'a pas le téléphone. Et tout ça. On nous a habitués à l'école entre les quatre murs. Donc, mais il faut faire un effort. Il faut, le comité scientifique doit très vite nous dire, mais quand tu as copié ce qui confiné, non, on a confiné Gombe. Il faut déconfiner parce que les entreprises sont en train de tomber en faillite. Même la ville n'aura pas de taxes à prélever, l'État encore moins. Il faut déconfiner, les gens seront sans emploi. Bientôt, nous avons déjà un chômage qui est déjà très large. C'est aussi une autre problématique de la ville de Kinshasa. Tout est dans la commune de la Gombe aujourd'hui. Est-ce que 60 ans après, c'est vrai que Gabriel Chawani veut créer sa cité en dehors, la nouvelle ville vers Maluku? Tout le monde en parle aujourd'hui. La nouvelle ville doit être vers Maluku. C'est ça la problématique aussi. Si toutes les entreprises n'étaient pas confinées à la Gombe, on n'aurait pas eu ce problème. Pourquoi on ne peut pas décentraliser cette ville de Kinshasa? Pourquoi garder le même, je ne sais pas, schéma depuis la colonisation? Think tank. Nous n'avons pas de brainstorming, nous ne réfléchissons pas. Nous n'avons pas de stratèges qui réfléchissent derrière pour nous donner des solutions. Ça se fait dans la réflexion, ça se fait dans l'intelligence, ça ne s'improvise pas. Aujourd'hui, pour Kinshasa, on dit qu'on peut déplacer vers Maluku. Mais la République démocratique du Congo veut construire un port à eau profonde. Mais vous avez vu Banana, vous avez vu Boma. On va construire un port à eau profonde là-bas. Vous sortez comme ça, c'est une hutte. Il faut aussi créer une autre ville là-bas pour que les paquebots qui vont accoster là-bas avec les matériels et tout ce qui viendrait d'autres pays puissent trouver des acquéreurs, puissent trouver un marché sur place. Donc ça veut dire il faut réfléchir, mais nous ne réfléchissons pas, il n'y a pas de... Nous sommes trop distraits par les sextapes, nous sommes trop distraits par les youtubeurs, nous sommes trop distraits par n'importe quoi, voilà quoi. Donc nous n'avons pas le temps de réfléchir. Je crois que quelqu'un d'ailleurs m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas une politique de nos politiques de nous distraire comme ça pour empêcher les Congolais de réfléchir? Parce qu'il y a toujours une affaire dans une affaire. Quand on essaye d'arrêter, une autre affaire surgit, d'autres affaires surgit, et ça c'est pas une façon de nous distraire. Le Congolais est toujours dans la distraction. Essayez de comparer, lorsque vous regardez ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe au Congo, vous remarquerez que nous sommes en train vraiment d'abêtir. Là, nous avons dépassé la médiocrité. Nous sommes en voie d'abêtissement. Nous sommes en train de devenir des bêtes. Chez nous, c'est plus. Si vous êtes intelligent, vous faites exception et personne ne veut de vous. On veut des médiocres. Voilà, un mot par rapport à l'opération Kinbo Peto, Banda Popeto. C'est vraiment une piste de solution pour réembellir la ville de Kinshasa? L'idée est bonne, mais la ville de Kinshasa n'a pas de moyens. La ville de Kinshasa nous a parlé de détournement, enfin, nous a parlé d'une dette de 61 millions. Le dernier point de presse de Gentil. L'état de droit, vous êtes où? Mais le procureur doit se saisir. C'est le gouverneur de la ville qui dit que la ville est endettée à la hauteur de 61 millions. On ne sait pas cet argent servi à quoi. Il l'a dit publiquement. Le procureur a dans ses attributions la recherche et la répression des infractions. Déjà là, il a une piste. Pour Vital Kamere, c'était à la vitesse grand V. À la vitesse grand V. Comme si l'état de droit s'est fait à la tête. On dit que c'est sélectif. Pourquoi ne pas arrêter? Il faut le dire, il faut citer André Kimbuta. On l'a cité, c'était lui l'ancien gouverneur. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Nous avons 47 millions. Oui, nous avons la RVA, le problème de la RVA, l'aéroport de Njili.
Nous avons le problème de Bukamalonzo. Nous avons OGFM, FPI. On peut continuer comme ça. Alors, on attend l'état de droit. Les magistrats, nous démontrerons qu'ils sont indépendants quand ils s'attaqueront à toutes les infractions sans tenir compte de la tête de celui qui a commis cette infraction. Pour l'instant, seul Vital Kamerhe est donné en pâture. Il est livré en pâture. Et nous savons très bien que la justice dans notre pays... Vous y croyez? Et malheureusement, vous y croyez, je n'y crois pas encore tant que je ne verrai pas poursuivre ceux qui ont retourné à la FPI. Tant que je verrai ceux qui ont détourné Bukamalonzo. Tant que je verrai l'aéroport de RVA. Tant que je verrai la ville de Kinshasa. Qui ne peut être sans moyens, 61 millions, et Keiwapi. Donc, Congolais, là, la justice, une vraie justice, et ça, avec une justice indépendante, mais nous savons, et nous mettons le magistrat en garde, nous savons qu'un certain nombre de magistrats, pas tous, sont inféodés dans les partis politiques, sont inféodés dans les officines politiques, et ils reçoivent des injonctions par des officines tapis dans l'ombre. Nous leur disons que ça, ce n'est pas l'état de droit. Si eux pensent qu'ils sont venus pour travailler pour X parti, les Congolais vont leur démontrer que le Congolais a l'état de droit et indistinctement. Merci donc à Pati Katanga d'être passé là-bas. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. Pati Katanga est président du mouvement des citoyens Maïmaï, porte-parole de la dynamique des alliés de Vital Kamerhe. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour votre fidélité une fois de plus à Congo Web Télévision. Restez branchés et comme on le dit, vous ne serez pas déçus. On se retrouvera mesdames et messieurs le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.